Alors merci, bonjour à tous. Je suis trop contente à nouveau de pouvoir vous exposer aujourd'hui un sujet qui m'est cher à cœur. C'est le sujet de la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, sujet sulfureux entre autres, qui ont valu la disgrâce non seulement à Jacques Benveniste. À l'époque, il avait effectivement mis un article dans Nature qui s'appelait La mémoire de l'eau, et c'était tout un travail qu'il avait fait sur les hautes dilutions dans le cadre de l'INSERM avec Bernard Poitvin. C'était effectivement à l'époque très surprenant déjà qu'une revue comme Nature ait accepté cet article, puisqu'il donnait des notions qui, quelque part, nous étaient totalement nouvelle, totalement révolutionnaire. Et cette notion, c'était qu'effectivement, l'eau mise en contact avec une substance gardait la mémoire de cette substance. Et donc cette théorie, cette expérimentation qui avait été refaite des milliers de fois à l'INSERM avait effectivement été acceptée par Nature, et donc quelque part validait la théorie des hautes dilutions de l'homéopathie, puisque effectivement, c'est en s'intéressant aux travaux de Bernard Poitvin sur les hautes dilutions que Jacques Benveniste avait mis au point cette expérimentation et avait découvert ces capacités que l'eau avait de garder en mémoire la substance avec laquelle il avait été mis en contact. Évidemment, il y a eu toute l'histoire après de remise en cause de ces travaux, avec une enquête que je qualifierais de bidon, parce qu'à l'époque, effectivement, ce ne sont pas des scientifiques qui sont venus dans les bureaux de l'INSERM, mais bien des experts en fraude scientifique, ce qui donne effectivement un son de cloche d'emblée très péjoratif. Et effectivement, les conclusions de cette enquête ayant été des plus négatifs, Jacques Benveniste, à l'époque, a subi l'opprobre de toute on va dire, de toute tous les scientifiques, en tout cas le Gotha scientifique lui est littéralement tombé dessus. 10 ans après, le journal Le Monde reprend les travaux de Jacques Benveniste en disant « Ces travaux ont été vérifiés par des équipes dans le monde entier, par des équipes de scientifiques qui ont complètement validé ces travaux. » Donc on était, on va dire à cette époque-là, plein d'espérance. C'était en 1997, 10 ans après donc le scandale de la mémoire de l'eau, et on osait espérer que, vu tous les travaux qui avaient été faits, toutes les validations qui avaient été obtenues, ce côté polémique étant passé, la reconnaissance allait enfin arriver. Et ce ne fut pas le cas. Bien au contraire, Jacques Benveniste fut encore plus insulté par ses pairs et par toute cette communauté scientifique qui, dès les premières parutions dans le journal Le Monde, se sont montrées d'une virulence et d'une agressivité qui dépassent l'imagination. Et ensuite, effectivement, Jacques Benveniste étant décédé en 2004, ses travaux ont été repris par le professeur Luc Montagnier, qui lui, pareil, a essayé de percer le mur d'obscurantisme en organisant une grande conférence en 2012 à l'UNESCO sur le thème de la mémoire de l'eau, où il invitait Cédric Villani et d'autres scientifiques qui avaient pris parti donc pour la reconnaissance de cette théorie de la mémoire de l'eau.
Et là, une fois de plus, Montagnier a commencé à être insulté dans les journaux en disant qu'il était complètement sénile, que qu'est-ce qui lui prenait, lui, prix Nobel de médecine, d'aller s'intéresser à la mémoire de l'eau. Et donc, c'est sûr que Montagnier, non seulement avait repris tous les travaux de Jacques Benveniste, qui étaient nombreux, il n'y avait pas que la mémoire de l'eau, mais il avait repris aussi toute la façon de diagnostiquer, par exemple, la présence d'une bactérie ou d'un virus par les signaux électromagnétiques présents dans une solution ou effectivement un plasma de patient porteur de cette bactérie. Et donc cette technique, il l'avait parfaitement mise au point, elle était efficace, elle avait la capacité non seulement de trouver des bactéries, des virus, et donc il y avait un potentiel tout à fait intéressant à développer, mais ce potentiel, une fois de plus, n'a pas été retenu par l'Académie de médecine, où il a fait effectivement une présentation en 2012 sur ses travaux, mais une fois de plus, cela a ouvert peut-être des portes, puisque à partir de là, il y a eu quand même une cellule de réflexion sur la physique quantique appliquée à la biologie et à la médecine, mais au jour d'aujourd'hui, que je sache, il n'y a eu aucun résultat, aucune conséquence, aucune prise en compte, si vous voulez, à l'échelle scientifique, en tout cas, des travaux du professeur Luc Montagnier. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de par le monde? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, dans le monde entier, on s'est intéressé à ces découvertes. Et si en France, on a jeté effectivement l'opprobre sur Jacques Benveniste et le professeur Luc Montagnier, dans d'autres pays, bien au contraire, on s'est beaucoup intéressé à ces travaux, en particulier en Israël, en Russie, aux États-Unis, partout dans le monde. Et si vous voulez, aujourd'hui, le chef de file de toute cette recherche, c'est le professeur Gerald Pollack, qui est à Seattle et qui a effectivement un département entier de recherche sur l'eau. Alors ça, personne n'est au courant. Sauf que il a écrit un livre qui, à mon avis, va continuer à tracer dans le domaine de la réputation, puisque c'est la 4e phase de l'eau, The Fourth Phase of Water, qui a été traduit en français et qui effectivement reprend tous les travaux de Jacques Benveniste et va même plus loin, puisque dans cette façon de voir, si vous voulez, donc Jacques Benveniste disait toujours, mon travail, ce que j'ai découvert, c'est un peu comme si j'avais découvert le fil du téléphone, mais quelle en est l'application? À quoi ça sert exactement? Et Jerry Pollack, dans son travail sur l'eau intracellulaire, comme je vous disais la dernière fois, les molécules d'eau représentent 99% des molécules de nos cellules. C'est pas rien, c'est énorme. Mais cette eau qui est intracellulaire n'a pas du tout la même configuration que l'eau du robinet, par exemple. En tout cas, c'est une eau qui est structurée. Donc, Gerald Pollack, en fait, a repris les travaux de Jacques Benveniste et il est allé beaucoup plus loin. Il s'est intéressé finalement à la mémoire de l'eau au niveau du corps humain. Donc on va faire simple, Jerry Pollack considère donc au contact de la membrane de nos cellules, l'eau intracellulaire va se séparer en 2 groupes. Une partie qui est donc contre la membrane cellulaire et qui va connaître des modifications, c'est-à-dire que les molécules d'eau s'assemblent et rejettent l'hydrogène des liaisons oxygène-hydrogène. L'hydrogène est petit à petit expulsé vers l'intérieur de la cellule où on va parler de bulk water, d'une eau poubelle, parce que la plupart du temps, cette eau enlève les toxines qui sont dans le liquide intracellulaire. Mais la partie qui est contre la membrane se structure d'une telle façon qu'il y a formation de ce qu'on appelle des domaines de cohérence quantique, ce qu'on appelle des
pocket, avec effectivement un état vibratoire à l'intérieur de ces petites poches de domaine quantique. Donc il a représenté ça avec des modèles scientifiques qu'on peut représenter, avec par exemple ce qui remplace la membrane cellulaire, c'est une membrane hydrophile qui est exactement pareil que par exemple du nafion, et si vous mettez du nafion en contact avec l'eau se structure exactement comme dans la cellule. Donc vous avez cette easy water avec ses domaines de cohérence quantique qui à la fois vont stocker de l'information, qui peuvent la redonner et qui peuvent la capter. Donc c'est fort intéressant parce que, par exemple, si on prend le modèle de l'homéopathie, on peut se dire où intervient finalement l'action de l'homéopathie. L'homéopathie, elle va agir sur un plan d'information. Elle informe nos cellules, elle informe notre corps au niveau de ces petites poches de domaines quantiques qui sont au niveau de l'eau structurée au contact de la membrane cellulaire. Et quand vous savez ce qu'est la membrane cellulaire, c'est-à-dire qu'en fait, cette membrane cellulaire, elle est en contact avec d'autres membranes cellulaires, donc il y a une capacité de faire circuler l'information dans le corps humain à toute vitesse. Et ça, c'est juste prodigieux, si vous voulez. Et donc, on peut considérer que Jacques Benveniste, il a trouvé, comme il disait, le fil du téléphone, mais que Jerry Pollack, lui, il a trouvé le téléphone. C'est-à-dire qu'il a trouvé comment, dans notre corps humain, ce système s'articule. À quoi il sert? À quoi sert l'homéopathie? Dans quelle mesure elle va agir? Mais c'est intéressant de comprendre ça par rapport à toutes les autres médecines dites énergétiques, que ce soit l'ostéopathie, que ce soit la phytothérapie, par exemple les tisanes, le fait que l'eau informée par la plante a beaucoup plus d'action que une gélule de plante. Ça, c'est compréhensible maintenant. L'acupuncture, évidemment. Donc maintenant, on est capable de vous tracer les méridiens d'acupuncture. C'est ce qu'avait fait déjà Fritz Albert Popp. On voit bien que tout peut être vu sous un autre plan. Et c'est ça la vraie révolution en médecine. C'est là où, effectivement, on comprend aujourd'hui pourquoi des personnes comme Jacques Benveniste, professeur Montagnier, ont été tellement combattus dans un pays où, quelque part, règne une espèce de nomenclatura qui est complètement matérialiste, qui ne veut pas entendre parler de la médecine énergétique, alors que la médecine énergétique, excusez-moi du peu, elle existe depuis 5000 ans en Chine. Parce que depuis 5000 ans, les Chinois savent qu'un méridien d'acupuncture véhicule de l'énergie, que cette énergie peut se transformer en matière, mais que la matière peut se transformer en énergie. Autant dire que la loi E égale mc2, qui est la loi de base de la physique quantique, ce qu'a découvert Einstein, les Chinois l'utilisent dans le domaine médical depuis plus de 5000 ans. Donc, excusez-moi, mais si nous considérons cela, nous pouvons dire que nous sommes très en retard en Europe, en tout cas en France, par rapport à cette compréhension du corps énergie. Or, ce corps énergie, il est reconnu, que ce soit en Inde, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique. Donc, j'ai envie de dire, l'Europe est très en retard et n'a pas introduit cette notion et cette reconnaissance des médecines alternatives dites énergétiques. Et là, nous avons la possibilité, grâce à ces travaux de recherche, de faire, je dirais, un rattrapage vers cette compréhension et vers cette possibilité de soigner différemment le corps humain. Mais si nous ne le faisons pas maintenant, c'est fini. Je veux dire, nous prenons un retard définitif sur le reste de la planète. Et quelque part, ce n'est pas admissible.